Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence en ligne sur l'aménagement parcellaire pour les vaches laitières. Donc, je suis Benoît Portier, responsable équipe herbivore à la Crabe et je serai le modérateur de cette conférence. Donc, cette conférence est organisée par le service élevage des chambres d'agriculture de Bretagne avec le soutien financier du programme régional de développement agricole et rural de Bretagne. Donc nous allons sans plus tarder commencer à aborder les différents sujets. Donc il y aura 4 temps dans ce webinaire. Tout d'abord, nous reviendrons sur la notion d'accessibilité. Après, on parlera du découpage des paddocks. Donc là, nous aurons une série de questions. Ensuite, nous parlerons concrètement de la mise en œuvre de l'aménagement, des aménagements possibles. Nous aurons le témoignage de Nicolas, un éleveur qui a fait des aménagements. Et enfin, nous terminerons sur les dispositifs d'aide. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Benoît Possémé sur la première partie, la notion d'accessibilité. Oui, bonjour à tous. Donc, pour démarrer, on peut se reposer la question de pourquoi, quels sont les intérêts d'un aménagement du parcellaire. Alors, le premier intérêt, c'est bien sûr d'améliorer l'accessibilité des parcelles dans un contexte où les troupeaux augmentent régulièrement. La surface d'herbe sans aménagement supplémentaire a tendance à diminuer. Donc, réfléchir à l'aménagement du parcellaire permet de maintenir sa surface d'herbe. Sinon, si on souhaite aller vers un système fourragé plus herbagé, donc réfléchir à l'aménagement permet d'augmenter sa surface d'herbe. Ensuite, on peut aussi citer l'intérêt par rapport à l'efficacité du pâturage, notamment les chemins. Concevoir des chemins de qualité permettent d'allonger la durée de pâturage, surtout sur les périodes un petit peu plus difficiles de sortie d'hiver et début d'hiver-automne, où là, les conditions peuvent être un peu plus compliquées. Ensuite, un pâturage bien organisé, ça permet aussi d'exploiter une herbe au bon moment. Il en résulte du coup d'un intérêt pour limiter les coûts de production. On a notamment sur le coût alimentaire, mais aussi le coût de mécanisation lié à la récolte de l'herbe. Réfléchir à l'aménagement du pâturage, c'est aussi améliorer les conditions de travail et de confort des animaux, moins de temps de trajet, moins de temps de traite, notamment lié au nettoyage des trayons, et notamment aussi d'éviter les problèmes de boiterie. Dans le contexte actuel, un autre intérêt, le pâturage est vu comme un élément positif au niveau de la production laitière, donc ça permet de contribuer à l'image positive. Donc on peut déjà se reposer la question de qu'est-ce qu'un parcellaire bien organisé. Alors on verra ça un peu plus en détail par la suite, mais on peut déjà le résumer en plusieurs points, en 5 points, des paddocks de bonne dimension, bien découpés, de bons chemins stabilisés, de nombreux accès au paddock, des points d'eau bien positionnés et bien sûr des clôtures efficaces et bien construites. Tout ça permet de limiter le temps de travail lié au pâturage. Alors, la première étape quand on cherche à aménager son parcellaire, c'est de bien définir l'accessibilité de ses surfaces. Donc là, on va se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon parcellaire, et puis on va aussi intégrer les atouts, les limites, la qualité des surfaces accessibles. Alors pour illustrer ça, généralement quand on parle d'accessibilité au pâturage pour des vaches laitières, on a tendance à prendre les parcelles dans un cercle d'1 kilomètre autour du site de traite. Une fois ce travail fait, on va essayer de différencier les parcelles au sein de ce cercle-là. Donc tout d'abord, les parcelles qui sont proches du site de traite, qui seront faciles d'accès, proches du bâtiment, sans barrière naturelle. Donc ça, c'est vraiment les parcelles, le socle de base du pâturage sur l'exploitation. Ensuite, on peut intégrer des surfaces plus ou moins accessibles, qui seraient plus éloignées, qui nécessitent de traverser des routes, de franchir des fossés. Ces parcelles-là, elles peuvent éventuellement être pâturées lorsque la croissance de l'herbe et la portance sont limites sur certaines parcelles. Elles viennent vraiment en complément des autres. La notion d'accessibilité, elle est aussi variable en fonction de la saison et notamment en fonction du type de sol. Il est intéressant de séparer les parcelles séchantes qui effectivement n'ont pas une grosse pousse estivale mais qui sont très intéressantes souvent pour le pâturage hivernal ou en début de saison.
Ensuite, on a les parcelles qui sont plus profondes, qui vont vraiment concentrer le cœur de cible du pâturage avec un potentiel fourrager important. À ça peuvent s'ajouter du coup des parcelles qui sont plutôt humides, qui seraient difficilement pâturables une bonne partie de l'année, mais qui seraient accessibles l'été et pourraient compléter du coup la surface pâturable pour l'été. Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, on arrive à la question est-ce que je peux augmenter l'accessibilité de ces surfaces? Donc là, le premier levier, bien sûr, on le verra un peu plus en détail par la suite, c'est les chemins. Donc l'aménagement de chemins et clôtures permet de rendre accessibles des parcelles qui ne le seraient pas en temps normal. Ensuite, par rapport à la contrainte des routes et donc de cours d'eau, de franchissement de cours d'eau. Donc on a les équipements tels que les boviducs, les ponts qui sont à mettre en œuvre. Et ensuite l'échange parcellaire qui est vraiment une solution qui peut être très efficace pour augmenter sa surface. Alors dans l'exemple là par exemple, on voit que on a permis avec ces 3 leviers là de tripler à peu près la surface pâturable par les vaches laitières. Donc petit point, autrement, petit focus sur l'échange parcellaire, c'est quand même une solution qui se redéveloppe aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'opportunités. On a un cycle de départ en retraite et d'installation qui s'accélère. Il y a un intérêt en tant que pour le cédant. On sait qu'un parcellaire aujourd'hui plutôt groupé permet d'améliorer la valeur de l'exploitation à la cession. Ça fait partie des premiers critères aujourd'hui qui sont recherchés par de futurs repreneurs. Ensuite, on a aussi l'arrivée de nouveaux exploitants qui peut créer des opportunités d'échange qu'il n'y avait pas avant. Ensuite, on a un certain nombre de volontés de changement de système fourrager, donc du coup, c'est des barrières qui peuvent se lever. Sans rentrer forcément dans la technique, les échanges, dont on va s'intéresser, c'est les échanges volontaires. On est entre propriétaires, on est sur des échanges amiables ou des échanges qui nécessitent un acte notarié, mais il y a aussi des échanges dits échanges de jouissance qui sont possibles entre locataires. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec vos chambres d'agriculture dans de nombreux territoires. Les chambres d'agriculture informent et accompagnent gratuitement grâce au concours des financiers, des collectivités, syndicats d'eau, des conseils départementaux, régionaux. Je vous remercie. Merci Benoît. Donc voilà, une fois qu'on a parlé un peu de l'accessibilité des aménagements possibles, eh bien, le deuxième point très important dans l'aménagement parcellaire, c'est le découpage des paddocks, la taille des paddocks. Et donc, pour ce faire, je donne la parole à Tom. Oui, bonjour à tous. Donc, quand on parle de découpage parcellaire, découpage des paddocks, on s'intéresse plus particulièrement à un type de pâturage qui est le pâturage tournant dynamique ou pâturage tournant simplifié. Et plus globalement, en fait, ce découpage parcellaire devient incontournable au-delà de 25 arts d'herbe pâturée par vache, ou alors à partir du moment où on souhaite optimiser un peu plus la production d'herbe et la conduite du pâturage. Donc quelques avantages en fait de ce découpage parcellaire, déjà c'est qu'il va faciliter la gestion de l'herbe et permettre notamment de mieux s'adapter aux variations de pousse de l'herbe. Parce que déjà on va créer en fait un gradient de pousse entre les différents paddocks, c'est-à-dire qu'on va avoir des hauteurs d'herbe dans les différents paddocks qui vont être différents, et donc éviter que tout monte au même moment. On va faciliter aussi les fauches par des parcelles de débrayage, des parcelles de pâturage, et puis surtout limiter aussi les temps de présence sur les paddocks, donc pour éviter des problèmes de surpâturage, et puis aussi arriver à maîtriser les temps de retour sur les paddocks. Donc si on s'intéresse plutôt à ces 2 derniers points, les temps de présence et les temps de retour sur chaque paddock, on a quelques références en fait, quelques repères aussi qui existent, mais qui sont variables en fonction du type de flore qu'on va pouvoir avoir sur les parcelles. Donc entre un dactyle et un régras anglais, on va pas avoir les mêmes temps de retour sur les parcelles. Et ça va aussi dépendre du contexte pédoclimatique qu'on va avoir et surtout de la saison. Donc comme on peut voir en fait sur ce graphique, donc avec la courbe verte qui représente en fait
la pousse au printemps et puis la courbe orange plutôt en été. En fait, on s'aperçoit que voilà, au printemps, on va être sur des temps de retour de 20-25 jours pour avoir 3 tonnes d'herbe disponible, 3 tonnes de matière sèche d'herbe disponible par hectare, contre 30 à 35 jours en fait en été. Tout simplement parce que la pousse d'herbe en été est ralentie comparée à celle du printemps. Donc ces temps de retour qui sont vraiment importants à la fois pour la plante, en fait, qu'elle puisse reconstituer ses réserves et puis en fait pour arriver à trouver un bon compromis entre quantité et qualité d'herbe aussi au pâturage pour les vaches laitières. Et concernant maintenant le découpage des paddocks en tant que tel, on a là aussi des repères en fait de surface, donc le fameux repère d'un art par vache et par jour, qui va permettre au printemps, dans des rations 100% herbe, en fait, à combler 100% des besoins des vaches laitières. Donc à bien prendre en compte en fait dans les systèmes d'alimentation mixte en silage pâturage, à veiller à réduire en fait cette surface offerte aussi pour ne pas avoir trop d'herbe offerte et avoir à gérer des refus ensuite. Donc mais bien retenir ce repère d'un art par vache et par jour qui est important, et sans oublier aussi le nombre de paddocks qui va être déterminant aussi pour pouvoir effectuer une rotation en fait et des temps de retour suffisants. Donc en fait ce nombre de paddocks, on va compter une dizaine de paddocks si on est sur des temps de séjour de 3 jours. Donc la partie gauche là sur l'image, et puis une trentaine de paddocks si on est sur des temps de séjour de 24 heures, ce qui dans les deux cas en fait donne des temps de retour d'une trentaine de jours en fait, si on tourne sur tous les paddocks. Et dans tous les cas, en fait, ce découpage parcellaire est quand même à adapter en fonction de son système, que ce soit l'alimentation, la surface accessible, et puis le parcellaire existant. Mais ce qu'il va falloir veiller en fait à essayer de faire, c'est d'avoir des paddocks de taille la plus homogène possible et proche du carré pour faciliter en fait un pâturage homogène, et puis faciliter aussi les travaux dans les champs. Éviter les trop grandes longueurs pour éviter les phénomènes de couloir et donc de piétinement. Rechercher des paddocks homogènes en type de sol et en type de flore pour avoir des pousses homogènes, et puis pour éviter des phénomènes de sous-pâturage ou de surpâturage selon les différentes parties des paddocks. Construire ces paddocks en fonction des éléments déjà existants, donc que ce soit les haies, les chemins, les talus, et puis essayer dans la mesure du possible de favoriser une entrée et une sortie distinctes aussi pour répartir en fait le passage des animaux aussi sur les parcelles. Et donc bien entendu avoir des tailles et un nombre suffisant pour pouvoir gérer les temps de retour. Donc pour terminer en fait sur un exemple de découpage parcellaire donc qui avait été réalisé avec un éleveur. Donc sur la partie gauche en fait on avait le système initial avec une surface accessible de 17 hectares pour une soixantaine de vaches laitières. Donc la surface accessible qui est en orange en fait au centre un peu de l'image, avec des parcelles plutôt grandes, une gestion du pâturage en fait au fil avant avec des temps de séjour parfois supérieurs à une semaine, et puis après donc sur la partie la photo de l'image de droite, donc ce nouveau découpage qui a été fait avec l'éleveur, donc on est passé à une surface accessible de 38 hectares pour grâce à plusieurs aménagements en fait, donc déjà un beau viaduc qui est en vert qui est représenté en vert en haut de l'image, qui a permis de rendre accessible 12 hectares supplémentaires. La construction aussi de l'aménagement de chemins qui ont permis une accessibilité plus tôt et plus tard en saison, là où avant en fait les conditions pédoclimatiques le permettaient pas. Et puis il y a eu un redécoupage aussi des paddocks dans l'îlot central pour limiter justement les trop grandes longueurs, et puis essayer de garder justement cette taille rectangulaire le plus possible. Et donc les repères qui ont été pris là pour la construction et l'aménagement de ces paddocks, ça a été un art par vache et par jour, et donc le choix a été fait de faire des paddocks de 2 jours avec gestion au fil avant. Voilà pour ce... Ok, merci Tom pour cette présentation. Donc voilà, à l'issue de ces 2 premières présentations, donc on va passer
à une série de questions. Donc je vous rappelle le numéro 06 78 70 74 72. Envoyez vos SMS pour poser un certain nombre de questions. Benoît, tu as la parole par rapport à certaines questions. Ok, donc oui, j'ai quelques questions. La première concerne la partie que j'ai présentée. Donc je vais faire question à réponse, notamment sur le cercle de 1 km. Est-ce que c'est une règle stricte? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Enfin, quelques questions autour de ça, donc je résume de cette manière-là. Juste pour répondre, alors 1 km, c'est une cote, c'est un repère moyen. On considère qu'il n'y a pas forcément de perte de production ou de contraintes particulières, entre guillemets, jusqu'à 1 km. Alors c'est clair que pour certains, ça peut faire beaucoup. 1 km peut paraître énorme si on n'a pas des chemins de qualité, d'où l'intérêt de se poser la question des chemins. D'autres éleveurs vont facilement à 2 km, 2 km 5, parfois en adaptant un petit peu leur système de production. Par exemple, certains les éleveurs prônent aussi la monotraite, notamment parce que du coup la contrainte de distance est un peu moins importante quand on emmène les animaux, on fait un seul aller-retour par rapport à deux. Donc voilà. Donc ça c'était par rapport à la première question. Une question sinon pour Tom sur une question qu'on a régulièrement, qu'est-ce qui est préférable entre les paddocks 24 heures ou les paddocks pour 2-3 jours? Il y a du pour, du contre, il y a des avis un peu différents là-dessus. Ouais, donc les principales différences entre le paddock 24 heures et le paddock qu'on va pouvoir mener sur 2 ou 3 jours, donc toujours en fait avec une gestion aussi au fil avant, ça va être plusieurs choses en fait. Ça va être sur l'aménagement déjà du parcellaire, où si on est sur des paddocks de 2-3 jours de temps de présence, on va avoir en fait des investissements qui vont être moindres en fait dans un premier temps aussi. Et puis surtout, c'est au niveau de la souplesse d'exploitation où en fait on calibre un art par vache et par jour. Il est calibré en fait sur une pousse de printemps. Et donc des paddocks qui vont tenir 24 heures au printemps vont sûrement être insuffisants aussi l'été quand la pousse sera plus faible. Donc ce qui permet en fait avec des paddocks déjà calibrés de 2-3 jours de pouvoir en fait avoir une surface offerte modulable en fait et variable avec le fil avant. Donc un paddock qui va faire 3 jours au printemps pourra peut-être faire 2 jours voire une journée l'été quoi. Ok. D'autres questions, Benoît? Alors j'ai une question, je vais juste y répondre rapidement. La vidéo sera disponible en replay. Ça c'était une question un peu plus technique, enfin sur la disponibilité. Une question pour toi Tom aussi. Finalement un éleveur il a très peu d'herbe disponible par vache. Est-ce que ça vaut le coup de faire du pâturage tournant? J'ai 10-15 arts d'herbe par vache. Est-ce que je dois faire du pâturage tournant? Est-ce que j'y vois un intérêt ou est-ce que au final autant faire plus simple? Après c'est des questions qui peuvent se poser aussi. Donc après c'est avec 10-15 arts par vache, le découpage sera de toute manière aussi un peu plus simplifié. On aura toujours ces notions de tourner de toute manière aussi entre les paddocks pour essayer d'optimiser aussi la pousse. Et puis derrière l'idée ça va être de venir ajuster en fait la complémentation à l'auge pour jouer avec la pousse et l'offre en herbe. Ok, une dernière question Benoît, et après on continuera. J'ai une question sur le boviduc, je propose qu'on y revienne un petit peu plus tard. Autrement, c'est tout, on a fait le tour des questions. Bon, très bien, merci. Donc on va poursuivre la présentation. Avec Stéphane, nous allons évoquer justement tout ce qui est mise en œuvre de l'aménagement concrètement, les techniques constructives et autres. À toi Stéphane. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, cette partie abordera l'aménagement parcellaire
et sa mise en œuvre, notamment sur la création des chemins d'exploitation. Donc on sait très bien que la conception et la qualité du chemin est la pièce maîtresse de l'aménagement parcellaire. On l'évoquait tout à l'heure effectivement pour le confort des animaux, mais aussi de l'éleveur, et pour valoriser également les surfaces accessibles. Alors, quand on parle d'aménagement parcellaire, on parle forcément de chemin d'exploitation, mais pour quelle utilisation? Donc il y a deux possibilités, soit c'est un chemin qui sera uniquement utilisé par les vaches, ou bien un chemin qui sera utilisé par les vaches et des engins agricoles, et en fonction de ça, on adaptera les solutions techniques à l'usage. Souvent, sur une sortie bâtiment, on sera sur des sorties plus larges, de 4 à 5 mètres en fonction de la taille du troupeau, et puis des surfaces un peu plus résistantes. La diapo suivante. Ce qui concerne sur les chemins secondaires, on est plutôt sur une largeur de chemin plus petite, 2 à 3 mètres, toujours en fonction de la taille du troupeau. Et à ce moment-là, on pourra avoir des chemins plutôt en terre, qui sera largement suffisante pour les derniers paddocks de chemin d'exploitation. Alors, le chemin d'exploitation, on sait très bien que l'ennemi du chemin, c'est l'eau, tant sur le ruissellement de l'eau que sur la stagnation. Donc, il est très important d'évacuer l'eau le plus vite possible du chemin. Donc, plusieurs possibilités. Soit on met en place des fossés au bord du chemin. On pense toujours à bomber le chemin pour que l'eau s'évacue le plus naturellement possible, ou alors on fait une pente de 3 à 5% pour que l'eau s'évacue le plus vite possible, quoi. Quand on a la possibilité de faire des chemins exposés sud, c'est un facteur de réussite supplémentaire, dans le sens où le chemin sera asséché le plus rapidement par rapport à un chemin qui sera long, où l'eau pourrait mettre du temps à disparaître. Donc quand on parle de chemin empierré, je vais aller tout de suite sur le tableau, sur la partie droite, avec une utilisation uniquement de vaches, utilisées que par le troupeau. On est sur, de manière générale, un décapage du chemin, avec un empierrement sur 10-20 cm d'épaisseur, souvent du 0,31,5. Et on finit par une couche de finition de 5-10 cm pour que les animaux puissent circuler facilement et pas avoir de problème de santé de pattes par la suite. Voilà le chemin, on va dire classique, qu'on peut trouver sur les exploitations, avec un coût, alors en fonction des entreprises, mais qui avoisine entre 8 et 10 euros le mètre carré, quoi, clé en main. Alors forcément, quand la matière première est présente sur l'exploitation, ce coût peut être réduit, quoi. Donc sur la diapo suivante, quelques types de chemins qu'on peut rencontrer sur les exploitations. Donc vous avez sur la gauche le chemin empierré classique avec une finition sable, et les images du dessus montrent sur ces images-là montrent en évidence qu'il y a un manque de finition, qui sans doute posera des soucis sur l'utilisation de chemin et la santé des pattes des vaches notamment. Bien faire attention à la largeur du chemin, et puis sur la dernière diapo en bas à droite, les flèches indiquent les bords du chemin, qui est une notion importante, parce qu'avec le temps, ces bords ont tendance à se relever par rapport au chemin, et entraînent forcément une stagnation de l'eau sur les abords, et par conséquent une dégradation du chemin sur le long terme. Donc bien attention à entretenir aussi son chemin, notamment sur les abords, mais aussi sur un manque de sable des fois sur certaines zones, quoi. Alors d'autres solutions existent en termes de conception de chemin. On a les calibotis, qui peut être présent sur des fermes, peut être une solution à moindre coût. Attention à bien niveler le sol pour que les calibotis soient bien fixes. Des tapis ou des textiles aussi peuvent être utilisés, mais là pareil, une petite vigilance sur les risques de glissade en conditions humides. D'autres utilisations sur le lien hydraulique sont mis en place sur le terrain. Donc là, c'est un protocole rigoureux qui nécessite du matériel spécifique.
Et enfin, les alvéoles qui peuvent être aussi une solution qu'on voit apparaître aujourd'hui, qui est un remplacement du sable, une conception de chemin, on va dire, classique avec les mises en place des alvéoles dessus, qu'il faudra remplir de sable ou de gravier très fin pour le combler. Toutes ces solutions sont évidemment plus coûteuses, mis à part les calibotis, mais si je prends le dernier exemple des alvéoles, il faut compter entre 15 et 20 € le mètre carré pour la mise en place de ce type de matériaux. Question abreuvement, donc là je vais quelques points à retenir, donc forcément un point d'eau sur chaque parcelle. Essayer qu'il soit le plus éloigné de l'entrée du paddock pour avoir des zones de piétinement moins importantes, et avoir un bac qui soit distant de maximum 200 mètres par rapport au point le plus éloigné. C'est une notion qu'il faut avoir lors de la mise en place de l'abreuvement. En ce qui concerne les réseaux, on est plutôt sur des réseaux à gros diamètre en début de parcours, avec une finition de 19-25 sur des réseaux secondaires. Quand on a la chance forcément de mettre un réseau en place sur l'ensemble de l'exploitation, plutôt conseillé sur du gros diamètre au début de réseau, quoi. Viser 4 bars à la fin du réseau avec un objectif de 7 litres minute en termes de débit. Et avoir cette notion de 10 à 15 litres sur une capacité de bac. Vous voyez, sur 100 vaches, il faut avoir des bacs de 1000 à 1500 litres, par vache. Toujours dans la conception de l'aménagement de chemin, il y a les clôtures. Alors les clôtures, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la prise de terre. C'est quelque chose qui est important. C'est là qu'il y a souvent des défauts dans l'efficacité des clôtures. Donc une prise de terre qui soit éloignée des autres prises de terre, avec une tension maximum de 300 volts au niveau de la prise de terre, pour avoir une recherche de tension de 3000 volts maximum, sur l'ensemble du réseau. Minimum 3000 volts sur l'ensemble du réseau. Voilà, et enfin une dernière diapo sur la mise en place de boviducs. On en voit de plus en plus sur les exploitations. Donc quelques points à respecter, c'est les évitements éviter les éboulements. Donc vous voyez sur la photo de gauche en bas, vous avez des bâches qui permettent justement d'éviter les éboulements, de bien évacuer l'eau de manière le plus naturelle possible, si c'est possible de le faire, éviter les pompes de relevage, et d'avoir des protections sur la route, des parapets ou des glissières de sécurité pour les usagers de la route, quoi. Je vais laisser Nicolas témoigner de la mise en œuvre de son aménagement parcellaire. Il répondra aux questions que vous pouvez avoir suite à ce témoignage-là. Alors, en fait, donc on vous propose de regarder un petit film qui présente un peu la situation de l'exploitation. Alors peut-être Nicolas, oui, tu peux te présenter juste avant le petit film et puis on lancera le film. Donc Nicolas Rubin, installé à Argentré, Duplessis, donc sur une 50aine d'hectares avec 50 vaches en bio depuis un an, un peu plus d'1 an. Voilà, je sais pas, je vais peut-être pas aller trop loin parce qu'il y a des choses. Ok, donc merci beaucoup Nicolas d'être disponible et de t'acquérir au petit jeu de la visio. Donc on va vous présenter le film. Alors c'est un travail, notamment on verra que l'aménagement parcellaire a été important, accompagné par la Chambre d'agriculture et notamment par Stéphane qui vient de parler. Voilà, c'est parti. Nicolas Rubin, installé à Argentré-Duplessis sur 52 hectares avec une 50aine de vaches, installé en 2009 derrière les parents. Livraison bio depuis 1 an. Sur les 52 hectares, il y a 46 hectares accessibles et une parcelle de 6 hectares à 2 km où c'est les genisses qui vont pâturer. Au niveau de l'aménagement parcellaire, ça a démarré en 2017 après une reprise de foncier de 13 hectares accessibles. Et l'idée c'était d'optimiser le pâturage, et dans ce cadre-là, l'idée c'était de faire un paddock par jour. Et pour réaliser ça, on a fait des chemins, il a fallu amener l'eau dans les champs,
enterrer les tuyaux pour être à l'aise, et puis installer les clôtures, enfin clôturer les parcelles bien entendu, et après clôture amovible entre chaque paddock, quoi. Le chemin a été réalisé en 2017 à l'automne. Le chemin fait 3 mètres de large et on a 550 mètres de long. On a décaissé à peu près 50 cm de terre végétale. Après on a creusé dans le champ, on avait un banc de pierre, donc on a pu récupérer la pierre et on a mis 30 ou 40 cm. Au-dessus duquel on a mis un bidim, ensuite de la pierre de carrière du 31,5 sur 10 ou 15 cm. Et puis on a terminé le chemin avec un sable gris pour que ce soit plus doux pour les pattes des vaches. Au niveau de l'abreuvement, donc il y a un bac à eau pour 2 paddocks. Ce sont des bacs à eau qui font 800 litres. Donc le réseau d'eau a été enterré en même temps que le chemin, avec un tuyau de diamètre 25, et à chaque sortie d'eau, on a un diamètre de 19. Il y a une vanne pour fermer et pour transporter les bacs, enfin pour fermer l'eau. Et puis donc on a essayé d'espacer un peu le bac à eau de l'entrée pour éviter le piétinement. Sur les clôtures, donc chaque paddock a une entrée et une sortie, ce qui permet de ne pas avoir trop de piétinement et ce qui permet aussi de ne pas avoir besoin de venir fermer le fil derrière les vaches quand elles retournent au champ. Donc j'ai voulu essayer de simplifier au plus et de gagner du temps au maximum partout. Et donc à chaque entrée, c'est un fil élastique pour pouvoir rentrer rapidement dans le paddock avec le quad. Et pour être sûr que le courant soit bien conduit, il y a un fil isolé qui passe d'un poteau à l'autre pour garantir la continuité de la clôture, quoi. Sur le chemin, il y a donc 550 mètres par 3 mètres. Ça a coûté à peu près 16 000 €. Donc c'est un budget assez conséquent, mais qui a été aidé par le département à hauteur de 5 000 €. Pour ce qui est des paddocks, donc il y a à peu près 80 paddocks sur la ferme. À chaque paddock, c'est une mise en place de fils, de piquets, de tuyaux, d'abreuvoirs. Et donc le pack toute option, là, il y en a eu pour à peu près 200 € par paddock. Donc c'est un coût qui n'est pas négligé, surtout au départ. On a tendance à négliger un peu cette partie-là en se disant petit à petit ça va le faire, mais finalement quand on met en place 10 paddocks, eh bien, déjà il y en a pour 2 000 €, quoi. Donc faut bien prendre ça en compte. Alors le boviduc a été réalisé à l'automne 2019. L'idée c'était de gagner 24 hectares qui se trouvaient de l'autre côté de la route départementale qui traverse la ferme et qui la coupe en deux. Le boviduc a été réalisé en une semaine, donc le lundi ils ont coupé la route et puis le vendredi ils terminaient de mettre le bitume sur la route. Le boviduc a coûté à peu près 52 000 €, donc il y a les éléments préfabriqués bien sûr, la pose, le bitume. Il y a aussi une part qui n'est pas négligeable, c'est l'écoulement des eaux, puisque la récupération des eaux se fait sur une tranchée de 300 mètres à 3 mètres de fond au départ. Donc c'est aussi un élément important. Sur les 52 000 €, le PCAEA a financé à peu près 14 000 € de subventions. Donc au final, ce que j'en tire de tout ça, c'est que c'est un confort de travail qui est très appréciable. Moi, je préfère voir les vaches dehors et donc les avoir au pâturage, je trouve que c'est agréable. Financièrement, je m'y retrouve, même si au départ, il y a eu des investissements assez conséquents. Ça a permis de mieux gérer l'herbe, de mieux l'exploiter. De tirer le meilleur parti et du coup au bout du compte ça a permis aussi une conversion en bio qui améliore les choses et c'est un choix que je regrette pas, quoi. Une vidéo très intéressante. Nous allons passer maintenant à une série de questions là encore à partir du témoignage. Donc là Nicolas pourra répondre aux questions, Stéphane aussi. Benoît? Donc oui, on a pas mal de questions. La première, je pense, sera un petit peu plus pour Stéphane. On a donc une question des abords des chemins sur le début la sortie du bâtiment.
qui pose des problèmes un peu d'accumulation d'excès d'eau, hein, le temps que les vaches commencent à prendre le chemin. Et du coup, il y a la question du béton. Est-ce que c'est bétonner ces longueurs-là? Est-ce que c'est possible, conseillé? Voilà. Oui, bah du coup, effectivement, c'est des surfaces qui sont forcément souvent utilisées, hein, sortie du bâtiment avec grosse sortie des animaux. Donc, ce que je disais tout à l'heure, avoir un chemin résistant est important. Le bétonnage peut être une solution, mais il faut savoir que toute surface bétonnée doit récolter, les jus de toute surface bétonnée doit être récolté. Hein, pour des questions de mise aux normes, donc il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que la solution béton est possible, mais il faut récolter les jus, quoi. Ok, une question par rapport au chemin encore. Quand on parle d'entretien de chemin, ça consiste en quoi entretenir le chemin? Qu'est-ce qu'on a à faire en entretien? Alors sur les entretiens, on a surtout la dernière couche, hein, qui doit peut-être être revue, hein. Je parle notamment de la couche de sable, où là avec le temps elle peut commencer à disparaître et commencer à des créations de nids de poules. Donc là peut-être que dans 5-10 ans il faut remettre une petite couche de sable toujours damée, et puis ce que je disais tout à l'heure, essayer que l'eau soit le plus vite évacuée par des abords de chemin qui soient dégagés, quoi. Ok, donc ensuite deux questions qui du coup ont des réponses, enfin des remarques ou des questions par rapport à ce qu'on a vu aussi sur la vidéo. Là on voit sur la vidéo l'utilisation d'un géotextile, et du coup il y a des questions, je pense, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis je pense que derrière on a pourquoi il a été utilisé dans le témoignage. Je peux peut-être laisser la main à Nicolas qui expliquera pourquoi il a mis le géotextile ou pas. Donc ouais, j'ai mis du géotextile là sur la première partie du chemin. C'était la première fois qu'on faisait un chemin comme ça, enfin sur une si grande longueur. Et donc je voulais assurer le coup, mais j'ai refait 300 mètres de chemin il y a un peu plus d'un an là, et donc suite au Beauviduc. Et sur cette partie-là, j'ai pas mis de géotextile parce que ça me paraissait pas forcément indispensable. Et pour le moment, la deuxième partie de chemin est beaucoup plus récente, mais ça me paraît pas plus justifié que ça finalement, quoi. Ok, je pense que là c'est pareil. Il y a la question autour des démarches à faire pour réaliser un Beauviduc. Est-ce qu'il y a des démarches particulières? Et il y a notamment une question dans le cadre d'une départementale. Est-ce que à qui s'adresser, les démarches qui sont faites? Donc peut-être expliquer ce qui a été fait en termes de démarches pour vous, quoi. Ouais, donc il faut contacter la personne c'est une personne qui gère les routes là par le biais du conseil départemental là. Et puis en fait, donc sur mon secteur ça se passe très bien. C'est quelqu'un qui est très très constructif. Après je sais pas les autres secteurs, mais en tout cas c'est quelqu'un qui nous aide vraiment dans la démarche du dossier là. C'est un petit dossier à faire, hein, mais il y a rien de bien sorcier. Ça se fait plutôt bien. Mais par contre oui, il faut prendre contact avec le département pour ça, quoi. Peut-être rajouter que lorsque un Beauviduc est en prévision, contacter le propriétaire de la route, hein, que ce soit une communale ou une départementale. En l'occurrence, la communale, c'est d'aller directement voir le maire, et la départementale, d'aller voir les agences locales qui se situent sur votre territoire pour commencer les démarches de projet de Beauviduc. Donc il me reste deux questions. Je pense qu'on a à peu près le temps. Je regarde notre maître du temps. Vas-y Benoît, ouais, on a le temps. Ok, donc il y a une question par rapport au réseau d'eau.
Est-ce que le réseau d'eau doit être enterré obligatoirement? Enfin, voilà, il y a des questions sur est-ce que les tuyaux on les laisse en surface ou est-ce qu'il est préférable de les enterrer? Je me permets de répondre. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est primordial, peut-être pas, mais qui est important, quoi. Enfin, c'est beaucoup moins galère une fois que c'est enterré, hein. Si on veut passer la débroussailleuse, une faucheuse ou quoi que ce soit, on est beaucoup plus tranquille si tout est enterré, avec des sorties à chaque paddock ou tous les 2 paddocks en fonction de comment ça a été construit, quoi. Mais moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Ça peut être fait dans un deuxième temps pour être sûr de faire les sorties au bon endroit. Enfin, là, moi, j'ai encore un chemin en prévision. Et là, c'est une ligne qui est encore sur la terre, quoi. Et puis donc, j'enterrerai le tuyau après, mais peut-être le faire en 2 temps, quoi. Une fois d'abord à terre pour être sûr de faire les sorties au bon endroit, et puis de l'enterrer ensuite. Je pense qu'il y a aussi des fois l'inquiétude, juste de compléter, de s'il y a des fuites, si c'est enterré, je peux pas le voir. Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers qu'on peut faire quand on enterre, quoi? Ouais, alors sur la première ligne, que j'ai fait il y a 4-5 ans, tous les raccords sont enterrés en terre. Donc effectivement, là, s'il y a une fuite, ça va être compliqué de le voir, à moins de mettre un compteur au départ et puis c'est la seule solution. Mais c'est vrai que s'il y a une fuite, moi, le tuyau, il n'est pas sous le chemin, il est à peu près à 1 mètre du chemin pour que s'il y a un problème, on puisse toujours creuser. Mais enfin, je pense que ce serait compliqué si effectivement il y avait une fuite. Et j'ai refait une ligne d'eau au printemps dernier, et là tous les raccords sont apparents dans une buse qui est placée à la verticale, quoi. On le voit un moment sur la vidéo là, et ils sont apparents. Bon, ils sont assez profonds en terre, mais au moins ils sont apparents. Donc on peut toujours, c'est plus facile d'intervenir quand même, quoi. Et je pense que la ligne d'eau que j'ai à faire, je referai comme ça aussi, quoi. Donc c'est la dernière question du coup, qui concerne le nerf de la guerre, c'est-à-dire les euros, quoi, la finance. Comment on peut calculer le retour sur investissement? Donc je pense que si vous avez fait un peu ce calcul-là, vous pouvez peut-être prendre votre cas, on pourra peut-être faire des compléments, mais il y a la question de est-ce que c'est économiquement intéressant d'aménager son pâturage? Alors, c'est ce que je disais dans la vidéo, hein. C'est clair que c'est une mise de départ. Moi, c'est ce que je dis souvent maintenant, c'est que on dit souvent que les systèmes à l'herbe, c'est économique, tout ça, c'est économe. Alors ça, je suis convaincu du truc, sauf qu'au départ, il y a quand même une sacrée somme à mettre. Enfin, une sacrée somme. C'est pas pire que d'acheter une autochargeuse, hein, donc je pense que ça se justifie, moi. Retour sur investissement, je l'ai pas vraiment calculé, mais enfin, je sens bien, pour ma part, pour mon cas, il y a aucun problème. Il y a un réel retour sur investissement. C'est indéniable. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais fait le calcul précis, mais je pense que ouais, il y a du plus en confort de travail, et puis ça permet, moi, ça m'a permis de faire une conversion en bio aussi derrière, donc ça a nettement amélioré les choses. Sur le volet économique, ouais, Stéphane, Benoît, est-ce que vous avez des éléments un peu pour consolider? Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que effectivement, c'est une mise de départ à faire, mais que derrière, la gestion de l'herbe est souvent améliorée et entraîne un coût de production plus faible. Sur des chiffres précis, je vais pas avoir d'éléments plus que ça, mais on s'aperçoit que les gens qui construisent des chemins gagnent en coût de production, en gestion de l'herbe aussi, en termes de simplification. C'est-à-dire que c'est plus facile aussi à gérer l'herbe quand on a beaucoup plus de surface accessible. Et derrière, entraîne forcément une meilleure valorisation de l'herbe par la suite, quoi. Merci. Et en temps de travail aussi, on peut dire. Un gain important en temps de travail. Ok, merci beaucoup. On va arrêter là parce qu'on dépasse un petit peu. Donc la dernière présentation, c'est faire un point rapide sur les financements possibles. Vas-y Stéphane. Oui, alors effectivement, 3 financements sont possibles en Bretagne. Le premier, c'est les dispositifs des conseils départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Finistère,
où là une aide sur les chemins et l'abreuvement est possible à hauteur de 25% sur un investissement maximum de 15 000 euros, avec un diagnostic préalable financé à 80%, voire 100% si JA. Donc la subvention est réévaluée à 10% si l'exploitation a un JA sur l'exploitation. Deuxième dispositif, c'est dans le cadre du plan de relance, dans l'intitulé PAC Biosécurité et Bien-être Animal, où là, un financement à hauteur de 25%, plus des pourcentages supplémentaires en fonction d'être JA ou appartement à un GIE, 2E ou AEP, sur des investissements de chemin, de clôture et de boviduc, à hauteur maximum de 200 à 280 000 euros en fonction du statut de l'exploitation. Des dossiers à déposer à la fin de l'automne prochain. Et enfin, le dernier dispositif qui est possible, c'est dans le cadre d'exploitation se situant sur les bassins versants Agles Vertes. Toujours pareil, un investissement de chemin, abreuvement et boviduc est possible à hauteur de 40% sur un investissement maximum de 200 à 300 000 euros en fonction du statut de l'exploitation. Je vous conseille dans ce cadre-là de vous rapprocher auprès des animateurs de bassins versants pour avoir un peu plus de détails sur le dossier. Merci Stéphane. Donc, merci à tous pour toutes ces présentations. Merci encore à Nicolas pour son témoignage. Je termine en vous indiquant, pour donner suite à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces aspects-là. Donc, il y a des formations, des outils, des conseils, une diversité aussi de conseillers qui peuvent répondre selon le type de questions sur la réalisation de diagnostics. Vous avez ici des contacts par département. Sur les échanges parcellaires, vous pouvez aussi vous adresser à des conseillers des chambres d'agriculture. Donc, il y en a aussi répartis sur les départements. On vous a mis là les contacts des coordinateurs régionaux sur l'agroforesterie, les aménagements fonciers, échanges fonciers. Et puis enfin, des publications aussi qui sont disponibles avec des fiches d'aide à la décision, des guides pratiques. Voilà, donc toutes ces questions, vous pouvez soit nous contacter directement ou alors aller sur le site des chambres d'agriculture de Bretagne. Voilà, je vous remercie encore tous, aux participants et aux intervenants.